Après presque 30 ans de carrière, Dries a su rester un créateur artisanal. Dans une époque comme la nôtre, où la mode est devenue un produit, Dries parvient encore à apporter de l'émotion et de la passion dans ce qu'il réalise. C'est, je pense, une des clés de son succès planétaire. Il adore la mode, c'est sa passion. Il sait cependant travailler avec modestie, ce qui est assez inhabituel dans ce milieu. C'est ce que j'apprécie chez lui. Il apporte de l'inattendu, et c'est formidable. La plupart des créateurs ne s'y risqueraient jamais. Beaucoup de créateurs belges, et en particulier Dries, s'inspirent des vraies femmes dans le monde entier. Quand on porte du Dries Van Noten, c'est comme une certitude, on affirme son look. Et cela nous appartient. Vous choisissez votre look en fonction des vêtements et ils font de vous ce que vous êtes. Ce n'est pas comme enfiler un corset qui vous fait ressembler à une autre. Ok, on va commencer l'habillage. On va commencer. Les filles, on y va. Vous êtes 40, il nous faut 20 minutes pour toutes vous préparer. Allons-y. Montre-moi l'arrière. La hauteur du collier est bonne. Oui, c'est bien. Je refuse de faire un produit qu'on achète et dont on se lasse très rapidement. Ce n'est pas ce que je recherche. Je veux que ce soit quelque chose qu'on puisse apprécier, qu'on puisse porter même plusieurs mois plus tard, mais d'une autre manière. Un vêtement qui évolue avec vous, avec votre personne et votre caractère. En somme, qu'il devienne une partie de votre personnalité. J'ai le droit de toucher, c'est moi le créateur. Tourne-toi. Il reste 2 minutes. Silence, s'il vous plaît, parce que la musique n'est pas très forte. On me demande souvent si, après tous ces défilés, mon travail devient plus facile. Non, jamais de la vie. Je n'ose dire que ça devient même plus compliqué, mais chaque collection est synonyme de nouveaux défis. On pourrait penser qu'on entre dans une certaine routine. Jamais. Les défilés de mode sont tout sauf de la routine. Ils ne suivent pas de logique. Rien n'est jamais fixé d'avance. Il faut toujours vous battre pour obtenir ce que vous voulez. Tout le monde en ligne. Allez, venez, venez. Tout le monde en place. Les mains dans les poches. J'ai envie de pleurer.
Tu avais les larmes aux yeux. Merci. Merci beaucoup. Merci. J'adore les manteaux et les pantalons oversize. Magnifique. Merci. Merci beaucoup. Merci à vous. Merci. Cette collection est un hommage à ces femmes grandes passionnées de mode. Celles qui portaient en journée du brocart, des motifs de fleurs, etc. Ce style s'est perdu, je trouve. C'est pourquoi j'essaie de recréer ce grain de folie, comme le font Iris Apfel, Jane Birkin ou encore Anna Piaggi. Assis. Tiens, un biscuit. Voilà. Viens. Tu ne trouves pas ta balle? Elle est où? Je ne la vois pas. On va regarder là-bas, attends. Ah! Elle est là. Tiens. Souvent, les créateurs s'inspirent en premier lieu des formes. Moi, j'ai en tête l'histoire, la personne ou l'objet que je veux créer. Je sais quel sentiment je veux faire passer dans une collection. Ensuite, il me faut le matériel qui va servir à raconter mon histoire. Je pense que je suis le créateur le plus gâté de la Terre. J'ai la possibilité de faire fabriquer tous les tissus que je veux. J'ai le soutien de fabricants du monde entier qui sont prêts à me suivre. Je n'ai qu'à leur dire ce que je souhaite. C'est intéressant. Il y a un truc, mais je ne sais pas quoi. Chez nous, il faut compter 4 ou 5 mois pour le développement des tissus. Dans d'autres maisons, ils ne passent pas autant de temps. Ils ne peuvent pas, parce qu'ils doivent s'atteler à la prochaine collection. Je vais poser ça sur la chaise. Quand j'étais gamin, j'étais toujours fourré dans le magasin de mon père ou celui de ma mère. À la base, l'idée était que je prenne le relais. Mais rapidement, j'ai trouvé que créer la mode était bien plus amusant que simplement acheter et revendre des vêtements. Aller dans une école de mode a été une découverte pour moi. C'était une période passionnante. On était en 1977, il y avait le punk, la mode italienne, Claude Montana, Thierry Mugler. Et c'est aux Beaux-Arts que j'ai rencontré Walter van Beirendonck, Dirk Bickenbergs et Anne de Meulemester. On était un groupe d'amis très proches. On s'entraidait, on se stimulait mutuellement, on défiait la créativité de chacun. Se dire que la mode pouvait prendre naissance en Belgique était assez étrange. C'était le pays le moins glamour du monde. En tout cas, c'est ce qu'on pensait. Quand on a commencé à faire nos propres collections, on s'était dit qu'on devrait peut-être changer de nom et leur donner une consonance française ou italienne. Mais finalement, on a décidé qu'on se lancerait avec notre propre nom. On créait chacun des vêtements totalement différents, destinés à des personnes différentes. Moi, j'étais ancré dans la réalité. Je n'y connaissais pas grand-chose en matière de musique pop, ni en groupe de punk à la mode. J'ai été éduqué au son de la musique classique. Mais j'apportais d'autres choses, comme ce que j'appellerais l'amour du mauvais goût.
trouver le bon équilibre, le juste milieu. Le classicisme occupe une grande place dans mon travail. Il y a toujours une base classique dans ce que je fais, que ce soit dans les collections pour hommes ou pour femmes. J'ai beaucoup de respect pour le savoir-faire et une fascination pour la haute couture. C'est comme ça que j'ai été élevé et ça se ressent dans mes collections. C'est too much. Oui, Ça ne fonctionne pas. c'est vrai. Ça en devient grotesque. En fait, les carreaux, il faut que ce soit ennuyeux. Là, c'est trop, je trouve. Le léopard passe encore. C'est peut-être parce que tu y prêtes trop attention. C'est trop facile. J'aime bien l'argenté. Ce que je crée me vient naturellement. Ensuite, il me reste à trouver une manière d'associer les différents éléments. Leur confrontation doit être juste, équilibrée. Une collection pour hommes doit contenir suffisamment de touches masculines et féminines, et on doit pouvoir se dire « c'est intéressant, je n'avais jamais vu la mode pour hommes de cette façon ». C'est déjà mieux. Oui. J'aime bien le léopard avec le carreau. C'est joli. Il me faut du contraste, de la tension. J'ai besoin de confrontation dans une collection. C'est comme ça que je fonctionne, que je crée. C'est le reflet de la vraie vie. On va le mettre là, au-dessus de la veste. C'est intéressant. La touche Elvis. C'est plutôt joli. C'était mon premier défilé femmes qu'on a appelé Flowers. C'est aussi lors de cette collection que j'ai commencé à travailler sur des tissus imprimés. C'était de la soie et du crêpe Georgette, des matériaux très délicats. Quand les prototypes de la collection sont arrivés, j'ai trouvé que c'était trop chic, trop précieux. La soie est une matière qu'on associe à des occasions spéciales, on n'en porte pas au quotidien. Donc j'ai décidé de tout passer à la machine à laver. La soie est ressortie froissée et rétrécie, ce qui donnait un aspect plus décontracté. C'était la première fois que j'ai pu affirmer que la soie pouvait être portée dans la vie de tous les jours. Suzy Menkes avait assisté au défilé et elle a écrit un article délirant. C'était la folie au showroom après ça. Le succès commercial était au rendez-vous, tout le monde voulait acheter la collection. On n'arrivait plus à suivre le rythme. Et c'est devenu encore plus fou quelques mois plus tard quand Madonna, qui était la référence en matière vestimentaire à l'époque, a choisi une tenue chez nous. Le vêtement était vraiment reconnaissable et le succès s'est amplifié. Tout le monde voulait porter la même chose que Madonna. Elle est jolie comme ça sur fond noir. Oui. On a déjà pas mal d'éléments.
Il va falloir qu'on trouve une manière d'utiliser les photos de façon originale, pour ne pas que ça passe pour de simples t-shirts. Il faut un concept. Voilà pour Marilyn. Sa façon de rêver, sa façon de voir les choses ne connaît pas d'hiérarchie. Qu'il s'agisse de beaux-arts, de pop art, de culture populaire ou haut de gamme, il les traite de la même manière, avec la même passion et la même curiosité. Il est attiré par le kitsch, les clichés, le folklore, les ouvriers dans la rue. Tout l'inspire. C'est bien. Magnifique. Super. Je passe mon temps à observer. Je ne suis pas la personne la plus facile à vivre parce que j'observe et je réfléchis sans cesse, comme une machine qui ne s'arrête jamais. Trop académique, comme une création d'étudiant en mode. Ce qui le caractérise, c'est sa façon d'opposer les choses. Il va prendre un élément baroque et va le confronter à de la bande dessinée afin de créer un contraste. Puis il va ajouter d'autres choses. Toutes les époques sont au même niveau pour lui, que ce soit le Moyen-Âge, la Renaissance ou le XXIe siècle. Il n'y en a pas une qui soit plus noble que l'autre. Tout fait partie du même pot-pourri. Le homard, il est super. Une grande partie de l'inspiration vient de choses que l'on n'aime pas, de choses très moches, qui ne vont pas du tout, qui vous font mal aux yeux. Très bien. Là, sous le nuage, je tracerai des lignes plus longues. Je peux essayer sur moi? Juste pour voir comment ça fait sur un vieux monsieur. Une veste bleu marine. Voyons un peu ça. Oui. Ça fonctionne, non? Des magnolias tardifs. On s'est rencontrés au cours d'une soirée chez un ami commun. On avait un peu discuté.
Puis j'ai commencé à travailler pour lui. C'était il y a plus de 25 ans. Il avait besoin de quelqu'un pour son petit magasin de 16 mètres carrés de l'époque. Une semaine plus tard, on m'a demandé si je pouvais m'occuper des livraisons. Et tout à coup, j'étais dans l'entreprise. On dit qu'il faut éviter de tomber amoureux au travail. Mais c'était compliqué parce qu'on était très attirés l'un par l'autre. Et petit à petit, la relation s'est construite. Depuis que je suis créateur, Patrick est dans ma vie et moi dans la sienne. Je ne sais pas ce que c'est que de créer sans être avec lui. Il est mon partenaire. Il m'aide à créer les collections. Si je mets du jaune ici, il faut qu'il y en ait là aussi. Où ça? Les couleurs doivent se répondre. On retrouve dans le bouquet de fleurs des touches qui rappellent les meubles. Le bouquet représente l'essence de ce qu'il y a dans la pièce. Tout ce que nous faisons dans la vie, Patrick et moi, nous le faisons avec passion. La maison, le jardin, notre manière de vivre, c'est très intense. On en rit souvent, mais il arrive qu'on en souffre. On s'attarde sur les moindres détails, ce qui rend les choses compliquées. Dans une conversation, Driss va commencer une phrase et moi je vais la finir. C'est peut-être un truc typique des couples qui sont ensemble depuis longtemps. Depuis combien de temps? Longtemps. On est obligé de le dire? Ça fait longtemps. Presque 30 ans, je crois. 30 ans, oui. Non, c'est plutôt 28. Quand êtes-vous tombé amoureux de lui? Vous lui posez une colle? Mais c'est quoi ce film? Je tente ma chance. Question piège. C'est ça. Quel a été votre plus gros défi dans votre couple? On n'y réfléchit pas vraiment. On avance, c'est tout. Oui. Parfois, ce serait bien d'avoir plus de temps. Plus de temps pour travailler sur les collections, mais aussi plus de temps libre pour partir en vacances pendant 2 semaines. Ce serait... Pardon, Patrick, tu as dit vacances? Le mot vacances n'a pas sa place dans la mode, surtout avec nous. Surtout avec moi. Le bleu est trop prononcé. Il faut aller vers du lilas. C'est vraiment bien. Parfait. On peut le photographier. J'ai toujours énormément d'éléments. Je crée beaucoup de vêtements dans de nombreuses matières. Ensuite, il faut préparer les différents looks pour le défilé. Comme on est enthousiaste, on en arrive à créer 150 à 160 looks. On doit ensuite les réduire à 50 ou 60. C'est comme tuer ses propres enfants. Et dans ces moments, j'apprécie vraiment d'avoir des gens comme Patrick et Nancy qui me disent ce que je dois faire.
Comment est-ce qu'on envisage les choses? C'est une seule et même histoire, non? Du coup, quelle en serait la trajectoire? Je pense que les Marilyn peuvent revenir plusieurs fois. Elles ne doivent pas intervenir uniquement dans une partie du défilé, sinon on risque une overdose. On doit en éliminer. On a 2 collections là. « 90 » 80. 80. J'enlève la chemise violette. On est d'accord. Comment ça s'est passé? Bien. Ouais. Tu aimes? J'adore. Le défilé est le seul moment où je vais réellement exposer le fruit de 6 mois de travail. C'est mon seul et unique moyen de communication, parce que pour moi, un défilé, ce n'est pas seulement des vêtements. Il y a aussi la lumière, la musique, la manière de défiler, le maquillage, les cheveux et la vue d'ensemble. Je dévoile ma vision de la mode, ma façon de penser. J'offre ça au public, qui en fait ensuite ce qu'il veut. La magie est une chose à laquelle on ne pense pas trop. Il n'y a pas de recette miracle ni de poussière d'étoiles qu'on saupoudre pour que le public adore la collection. Ça ne fonctionne pas comme ça. Je pense que la magie vient quand les gens sentent qu'on a fait les choses avec honnêteté et passion, que ça vient du cœur, quand ils ressentent qu'il y a une part de réalité derrière tout ça. On pourrait imaginer un truc avec des confettis. Des confettis? Des confettis ou quelque chose qui va exploser et créer un final un peu différent. Quand tous les garçons seront là, la pièce se remplira d'or. Et ensuite, le sol sera recouvert de... Confettis. Oui, confettis. Et les gens s'avancent vers les garçons qui en ont encore sur eux. Sympa. Ça donne un côté « Happy Birthday, Mr. President » de Marilyn. Tu veux un gâteau? Si on prend des confettis avec des mots dessus, ça fera très existentialiste et surréaliste. C'est trop. Au-dessus de Driss? Oui, mais juste au milieu alors. Là, c'est pas assez. Super. C'est bien d'avoir ça ici. Ça s'estompe un peu, c'est bien. Voilà, encore 800 comme ça. Les habilleuses à vos portants, on va commencer. Attention. 3, 2, 1, c'est parti. Un brillant peut-être? Un brillant ici, à la Marilyn.
Tout ce que je le fais de manière intense. Quand je suis au bureau, j'y suis à 100%. Et quand je suis ici, c'est aussi à 100%. Je me promène dans le jardin et je pense à tout ce qui reste à faire. Il faut préparer un planning, parler aux jardiniers, faire des schémas de plantation et ainsi de suite. C'est un autre genre de travail, mais ça me plaît. Cette collection reste pour moi l'une des plus importantes de ma carrière. J'ai vraiment trouvé le bon équilibre dans mes idées, tout en allant de l'avant. L'idée était de mélanger le sportswear et la haute couture. On a imaginé de magnifiques tissus comme de la soie jaune vif et du taffetas, qu'on a combiné à du polyester pour un effet bien particulier. Certains tissus ont un aspect mouillé, qu'on obtient avec un certain type de fil. L'ensemble dégage une espèce de fraîcheur. C'est très beau, mais aussi très moderne. Avec cette collection, nous avons construit une toute nouvelle esthétique. Toutes les références ethniques et folkloriques ont disparu. Ce sont des tenues contemporaines, des tissus contemporains. Mais ça reste moi à 100%. L'idée est d'utiliser des imprimés, peu importe lesquels. La seule règle est de bien en choisir la couleur. L'ensemble est quasiment intégralement blanc et on y ajoute une rose ou d'autres motifs. Le fond reste blanc. On peut les poser au sol? Les imprimer sur un fond très blanc, c'est joli. On a bien fait de laisser tomber les crus, parce que le blanc nous embarque vers quelque chose d'intéressant. Les questions que je me pose sont presque toujours les mêmes. Quels sont les besoins et les défis? Comment surprendre les gens? Comme dans la collection du moment, l'idée est de trouver le juste milieu entre le bon et le mauvais goût. Quand une couleur devient-elle trop vive? Une couleur peut-elle être trop colorée? Doit-on forcément aller vers du sophistiqué? Ou l'intérêt est-il d'avoir un équilibre entre un élément sophistiqué et un autre qui s'apparente à du bas de gamme? Il nous livre sa vision des choses. Et nous apportons les éléments dont il a parlé. Nous les approfondissons et nous les enrichissons pour que la collection s'enrichisse elle aussi. Ensuite, on voit ce qui fonctionne et ce qui ne fonctionne pas. On procède par élimination. C'est joli. Ici, je pensais à un volant dégradé. Petit au départ, puis grand, puis petit. J'aime bien. Dans le volant, il y a un côté surréel que j'aime bien. Ça fait très surréel. J'ai une équipe de créatifs, mais je ne me considère pas comme son directeur. Je ne suis pas juste un donneur d'ordre avec une équipe qui crée pour moi. On travaille vraiment ensemble. Je donne la plupart des idées et je montre la direction à prendre pour la sélection des tissus, les détails, etc. Ça me plaît, c'est ça mon travail.
En tant que créateur, je veux être impliqué dans ma collection. Je veux la créer et pas me contenter de quelques croquis. Armsgat is 1 centimeter dieper. Het halsgat. Dries m'a proposé ce travail en Inde parce qu'il voulait avoir quelqu'un sur le terrain. La production prenait beaucoup d'ampleur. Ça devenait difficile à gérer par email uniquement. Donc, il a décidé d'envoyer quelqu'un sur place. Ma première collaboration avec mon fabricant en Inde, c'était en 1988. À cette époque, là-bas, presque personne ne travaillait pour la mode. Ils faisaient du tissu pour l'ameublement et des robes de mariée en polyester pour la Russie. Mais ils ne s'y connaissaient pas en mode haut de gamme. Donc au début, il y a eu un travail de formation pour leur expliquer ce qu'on voulait et la qualité qu'on recherchait. Si tout va bien, d'ici samedi, nous devrions voir le résultat. D'accord, parfait. Ne les faites pas trop larges. Celui-ci est bien large déjà. N'allez pas plus loin que ça. Sur le modèle Valerio que j'ai vu tout à l'heure, la pointe est presque redressée. Il faut éviter ça. Essayez d'apporter un peu plus d'élégance. Faites un trait fin un peu plus long. Il ne faut pas passer des lignes fines à une grosse ligne. Parce que ce qui me dérange dans cette forme, c'est qu'ici c'est bien droit, et tout à coup ça descend. Je préférerais quelque chose de plus subtil. Il faut que ça reste épais, mais avec plus d'élégance. D'accord ? Pour moi, le savoir-faire est une chose très précieuse. La touche humaine apporte ce qu'aucun ordinateur ne pourra jamais fournir. Chacun donne une partie de soi, qui n'appartient qu'à lui, dans son travail. Et c'est ce qui fait la beauté des choses. Les broderies sont ma marque de fabrique. J'ai aussi une certaine responsabilité vis-à-vis de ces gens. L'infrastructure est grande, beaucoup de monde travaille pour nous. Je fais en sorte qu'il y ait des broderies dans chaque collection de façon à pouvoir leur fournir du travail à chaque fois. Les dernières semaines avant la présentation de la collection, j'arrive toujours très tôt, vers 6h30. C'est là que je décide des tissus que j'associerai à chacun des styles. Quand j'ai démarré la collection, l'idée était d'utiliser beaucoup le blanc avec des touches de couleur. Sur le papier et aux premiers essais, l'effet était réussi. Mais maintenant, je me rends compte que combiner des couleurs très vives avec du blanc, ça donne un résultat un peu trop frais, pas franchement convaincant. Ensuite, j'ai intégré des tissus masculins. Il y en avait déjà, mais moins que maintenant. On a mis beaucoup de tons métalliques et du lurex, tout en veillant à ce que ça reste élégant et adapté à toutes les occasions. Au début de mon travail sur cette collection, je suis allé visiter une exposition de Francis Bacon à Londres. En sortant, j'étais complètement sous le choc. Je ne savais pas si je venais de voir la chose la plus belle ou la plus laide de ma vie. J'étais un peu
J'étais presque bouleversé par la beauté et la laideur en même temps. Et j'ai voulu traduire ce sentiment dans une collection. Je n'étais jamais allé aussi loin dans l'usage des couleurs. On s'était vraiment inspiré des œuvres de Bacon pour la création des tissus. On a passé du temps à trouver la brillance parfaite du tissu ou sa monotonie afin de retrouver le sentiment adéquat. Certains journalistes ont adoré, d'autres ont détesté. Suzy Menkes a même inventé un nouveau mot pour décrire l'une des couleurs. Elle l'a baptisée « crevette pourrie ». C'était sa façon de dire qu'elle n'avait pas vraiment aimé cette collection. Les clients non plus n'ont pas tous suivi. C'est une des collections qui s'est le moins vendue en magasin. C'est l'avantage, quand on est indépendant, on peut vraiment faire ce qu'on a envie de faire. Mais d'un autre côté, on n'a personne pour nous dire « Attention, là tu y vas un peu trop fort ». On va voir. La petite veste là-dessus. Elle est encore sortie. Non, c'est cheap. C'est trop mignon. C'est trop mignon. Trop? Je trouve que ça fait style campagne années 50. Exactement ce qu'on ne veut pas. Je n'arrive pas à me sortir ça de la tête. C'est une femme extravagante. Il vaut mieux utiliser le terme extravagant. C'est plus joyeux que le mot excentrique, qui a un côté un peu triste. Une femme excentrique a 25 chats et vit dans une maison sombre. C'est aussi ça l'excentricité. Alors que l'extravagance, c'est plutôt du genre Peggy Guggenheim, le grain de folie, la joie de vivre, les cocktails. Elle est flambée. Elle est en feu. La démarche est bonne. Est-ce qu'on rajoute un jupon en dessous pour que ça fasse plus bouffant? Non. J'aime bien l'idée de la femme qui voit les choses en grand, avec des contrastes de couleurs très intenses. Les jeans sont trop grands, les chaussures compensées trop hautes, les manteaux sont trop larges, les broderies sont vives et brillantes. On n'utilise pas 1 mètre de tulle, mais plutôt 30 pour une seule jupe. C'est ça pour moi une femme extravagante. Les gants et les t-shirts sont comme des tatouages. Parfois ils sont étrangement assortis, et parfois le sac et le gant sont du même imprimé. Et on ne sait pas où s'arrête le sac et où commence le gant, pour rendre le tout intriguant et intéressant. Nous en sommes à notre 95e ou 96e défilé. On n'arrive jamais à prédire les réactions. C'est toujours une surprise. Et ça peut être positif ou négatif.
Le succès ajoute de la pression, parce que l'attente des gens se fait de plus en plus grande. Les choses ne deviennent pas plus faciles à mesure qu'on gagne en notoriété et que l'entreprise s'agrandit. Il y a beaucoup plus de pression. Est-ce qu'il existe un moyen de sortir de ce cercle? C'est ce qu'on appelle la course folle de la mode. Il est difficile d'y échapper. Tous les créateurs rêvent de prendre une année sabbatique, ou au moins une saison. En ce qui me concerne, ce serait fantastique. Mais c'est impossible. Ça vous arrive d'être fatigué? Oui. Quand on fait quelque chose avec passion, on va jusqu'au bout. Et parfois, on dépasse les limites. Ce n'est pas toujours facile. On ne se dit pas « Ah, tout est parfait, la vie est belle ». Pas du tout. On a tous un moment dans notre carrière et dans notre vie où on se dit qu'on va tout arrêter, que le jeu n'en vaut pas la chandelle. Et puis on a des moments où les choses s'imbriquent naturellement. C'est un genre d'addiction. Le fait de savoir qu'on a la capacité de créer un moment de beauté, un moment d'émotion. Moi, mon moment d'émotion n'est pas le défilé, mais plutôt un essayage où tout à coup, la sauce prend. C'est comme un cuisinier quand il prépare un plat. Il y a la préparation, puis il y a le moment où il goûte le mélange de tous les ingrédients et que sa recette le convainc lui-même avant d'aller ravir le palais des autres. C'est assez comparable à ça. Une fois qu'on a tous les ingrédients, il faut ensuite les présenter de manière intelligente. Voilà, c'est fini. C'était dur.